Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 23 mars 2021. Actualité au Cameroun, USA patriote et pour finir, France patriote. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. 26% des visiteurs en moins sur le site du Washington Post et 17% pour celui du New York Times. Santé. Une majorité écrasante de 93% des parents américains ont déclaré s'inquiéter pour la santé mentale de leurs enfants à mesure que la pandémie se prolonge. Burkina Faso. Une dizaine de terroristes présumés ont été tués samedi dans le Sahel et le centre-nord du Burkina Faso dans deux affrontements ayant opposé des individus armés non identifiés aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, des civils armés qui épaulent l'armée, a-t-on appris de sources sécuritaires. Tout de suite, l'actualité au Cameroun. Reconduits au perchoir pour un nouveau mandat, Kavayegue Djibril et Marcel Nyandifendi font les choux gras de la presse. Les réseaux sociaux se déchaînent, les commentaires virulents des internautes vont bon train. Excédés par la routine visiblement, l'émergence sort un titre lassé, toujours les mêmes, non loin de celui du quotidien bleu, Le Jour, encore eux. Empruntant le même sillage, le messager évoque l'état de santé des nouveaux présidents et voit en leur réélection comme un diktat de l'immobilisme. Si le quotidien gouvernemental, Cameroun Tribune ne fait pas mieux que de donner l'information, l'indépendant, dans un ton libre, parle du triomphe de la gérontocratie. Surfant sur les mêmes vagues, certains internautes ne se font pas prier pour rester dans le jeu. Absurdité, illusion, incompréhension, les qualificatifs inondent la toile. La jeunesse sous les teignoirs, encore comme toujours sur le banc des observateurs. Les activistes ont aussi donné les leurs pour le maintien de Nyandifendi et Kavaye au perchoir. Pour eux, c'est tout simplement un déphasage générationnel, loin de la transition parfois évoquée à travers des propos pompeux. Réalité Plus tranche les débats dans un registre propre au journal. Sa cible, un activiste bien connu dans la place avec des positions tout aussi pressantes. Tout de suite, USA patriote. Quelques questions en vrac. Le Poste dit: pourquoi n'y a-t-il pas eu d'arrestation? Pourquoi des dates spécifiques ont-elles été mentionnées sans qu'aucune action ne soit entreprise? Vous voyez de quoi il parle? Définissez la théorie des jeux. Pourquoi la désinformation doit-elle être fournie? Définissez open source. Définissez la notion de domaine public. Laisserons-nous nos ennemis franchir la porte d'entrée? Donc, est-ce qu'on va exposer le plan aux yeux de tous? Définissez des nids plausibles. Pourquoi était-il important de faire d'abord le ménage au sein du FBI et du département de justice? Information publique. Donc, quelles sont les fonctions du FBI? Information non publique. Donc, quelles sont les fonctions du département de justice? Donc, quand l'intelligence militaire est-elle compétente? Donc, quel pouvoir le président a-t-il en ce qui concerne l'intelligence militaire par rapport aux agences à 3 lettres en ce qui concerne les questions de sécurité nationale? Pensez parapluie. Définissez l'expression mise en scène. Qui est récemment monté sur scène pour prendre les commandes? Quelle expérience de la scène cette personne avait-elle? La scène a-t-elle été nettoyée et dégagée pour la prochaine représentation? Donc, si la scène est propre, la représentation peut-elle commencer? Donc, comment la transparence, la déclassification, peut-elle s'intégrer dans le dialogue? Définissez l'énoncé de la thèse. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle élection de 4 ans, c'est un carrefour dans l'histoire de notre civilisation qui déterminera si oui ou non, nous, le peuple, reprenons le contrôle de notre gouvernement. POTUS, pensée logique, Q. Il y a des gens qui dorment. Et pour finir, France patriote.
19 ans, je suis né à Paris et j'ai grandi en Seine-et-Marne. Je suis actuellement étudiant en L2 dans une université de sciences humaines et je suis ici pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se détournent de la gauche et qui commencent à adopter des points de vue dits droitards. Donc du coup, je suis issu d'une famille, on est français de souche entre guillemets, même si le terme peut gêner. Ma famille est française sur genre les 1000 dernières générations. Mes parents, d'une manière générale, sont ce qu'on appelle des boomers. Et du coup, ils ont pris de plein fouet le grahamisme de la gauche hippie, en gros. Donc du coup, il y avait quand même certaines idées qui étaient restées. Après, mon père est un médecin qui travaille sur le terrain depuis maintenant une trentaine d'années, donc il a eu le temps de se confronter à la réalité des banlieues françaises et puis d'assimiler certains trucs. Ma mère est restée vachement dans le délire socialiste et tout. J'ai commencé à me politiser quand j'avais environ, à mon entrée au lycée, donc j'avais entre 14 et 15 ans. Et puis j'ai commencé à tomber dans le piège qui dit que la gauche c'est gentil et que la droite c'est méchant. Encore une fois, dans la culture, on l'a vu plein de fois avec les chanteurs qui disent qu'il faut être de gauche, Yannick Noah et j'en parle pas des autres. Et donc du coup, vu que à cet âge-là, on a plutôt des idées dites extrêmes, je me suis plutôt engagé dans les extrêmes. Donc j'étais à fond chez la France Insoumise, je me définissais communiste, j'étais là pour tacler du facho. C'était l'âge en fait. Et puis je me posais pas de questions, je remettais pas en cause la vérité qu'on me donnait parce que pour moi c'était forcément vrai. J'allais aux apéros de la France Insoumise, je militais sur Facebook, j'ai un ami, c'était un témoin de Jéhovah. Il appelait les gens directement et il disait « Bonjour, vous avez entendu parler du programme du camarade Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est vraiment très gentil ». Donc c'était une forme de militantisme qui était vraiment agressive et moi j'étais totalement là-dedans parce que je me sentais appartenir à une communauté et à une forme de révolution, même si c'était une grosse blague au final. J'ai commencé à remettre en question l'idéologie qu'on me donnait quand je me suis rendu compte que la gauche se soumettait à des luttes identitaires et communautaires qui n'étaient pas nécessaires en France. C'est les fameux camps d'été décoloniaux. Donc quand on a commencé à discriminer une population en fonction de sa couleur de peau, en l'occurrence les blancs, je me suis dit mais c'est du racisme. Et on m'a répondu non, c'en est pas, parce que mâle blanc, hétéro, cis privilégié, ta gueule. Du coup, je me suis dit attendez, sous prétexte que je suis la norme ici, je devrais m'excuser. Donc du coup, j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était surtout des idéaux qui étaient totalement acquis aux causes néolibérales, dans le sens du on défend sa petite communauté, sa petite personne, son petit espace. Il y a 20 ans, on avait déjà Ouria Bouteldia qui était là, machin, les sous-chiens. Aujourd'hui, on a Rocaille Diallo, dans 20 ans, on aura pire. Donc tout s'accumulait, en fait, toutes ces luttes identitaires et communautaires m'ont fait me dire que la gauche n'était pas la solution. Puis ensuite, j'ai ouvert les yeux parce que j'ai commencé à avoir une pensée critique, et je me suis rendu compte que tout était une vaste blague, en fait. Et que c'était aussi à cause de Mitterrand qu'on en était arrivé là. Je vous donne une citation d'un idéologue qui est, je pense apprécier ici, on ne crachera jamais assez sur la tombe de Mitterrand. C'est à cause de lui qu'on en est ici, entre guillemets. Je pense qu'un des déclics aussi que je pourrais citer, c'est de la vidéo du Jules sur l'islamophobie. Il n'y a pas plus victimisation chouineuse. L'argumentaire de la vidéo était très très mauvais. Et même moi, à cet âge-là, je réussissais à m'en rendre compte. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ces gens sont des menteurs, ces gens sont des traîtres. Et j'avais pas envie d'appartenir au camp des menteurs et des traîtres. Il y a les cours où les profs restent neutres, et donc du coup, on peut apprendre et discuter du cours tous ensemble, et pour le coup, ça, c'est des vrais moments de plaisir. Et il y a les cours où les profs font leur propagande. Quand on demande pourquoi, il y a Eric Fassin qui répond, sciences sociales. C'est tout. Ils ont la vérité et vous avez tort. Ils ont la vertu de, nous on a fait des recherches en sciences sociales. Mais attendez, moi aussi je peux faire des recherches en sciences sociales si je veux. Enfin, concrètement, c'est à la portée de tout le monde. Donc du coup, ces gens sont dans l'idéologie dominante, ils ont raison, vous avez tort. C'est comme ça. Toutes les luttes progressistes, au-delà du nivellement par le bas, c'est ça. Dans ma fac, les profs en parlent en permanence, c'est toujours une vision de la société avec un rapport oppresseur-oppressé. Donc si vous avez de la chance, vous êtes un oppressé, et si vous en avez pas, vous êtes un oppresseur. Donc évidemment, je suis encore une fois le mâle blanc hétéro cis machin bidule. En fait, concrètement, non, les choses peuvent pas marcher comme ça parce qu'on peut pas inventer un coupable imaginaire à toutes ces causes en transposant des problèmes personnels en les faisant passer pour des faits sociaux et dire ah bah tiens, on a un coupable à exterminer. Parce que il y a beaucoup de haine derrière ça aussi, je pense. Mais j'avais une professeure pendant un semestre de ma deuxième année de licence qui était là pour l'idéologie. On avait une matière qui s'appelait Géographie des Nords, qu'on aurait pu appeler socio-gauchisme ou bien-pensance industrielle, ou simplement le marxisme pour les nuls en fait. Et chaque cours c'était une nouvelle lutte de victimes opprimées, selon ses définitions. Donc d'abord il y avait les femmes, puis ensuite les homosexuels, puis ensuite les transgenres, puis ensuite les noirs, puis ensuite les musulmans. Et à chaque fois on était dans le « Oh mon Dieu, ces personnes sont opprimées, oh mon Dieu, on doit s'excuser pour elles et ramper ». Je le dis comme ça, jamais je m'excuserai de ce que je suis, parce que je suis quelqu'un de droit dans mes baskets. Quand je dis à des gens de ma fac que j'aimerais que la France redevienne la France, je suis le facho. Donc à partir de là, il n'y a plus de discours possible. D'ailleurs, c'est toujours les gens qui fuient le débat. Une fois, j'avais démontré à un mec pourquoi est-ce que le racisme anti-blanc était une réalité et pourquoi est-ce qu'il disait des conneries. Il a boudé. Enfin, il est parti. Ces gens fuient le débat en fait à chaque fois parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Je pensais pas être non plus le seul à remettre en cause tout ce qu'on disait. Par contre, j'étais le seul à le faire publiquement. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient pas d'accord mais qui laissaient courir parce qu'ils étaient là pour avoir leurs examens. Moi j'ai un sale défaut, je supporte pas qu'il y ait des gens qui disent des conneries, je supporte pas qu'il y ait des gens qui se trompent en fait. C'est peut-être un sentiment chrétien qui fait qu'on a envie d'aider les gens, mais concrètement, je remettais en question ce que disaient certains profs parce que je me disais,
C'est juste pas possible. Et donc du coup, c'est pour ça que je me fichais auprès de certains et que j'étais el famoso facho. Concrètement, que ce soit le camp que vous détestez ou le camp que vous admirez, remettez toujours en question ce qu'on peut vous dire, faites-vous toujours votre propre avis, et n'ayez jamais peur du jugement des autres. Ayez un esprit critique, ne mentez ni à vous ni à vous-même, et si vous êtes trop lâche ou alors trop flemmard pour exposer vos idées, taisez-vous.